Brossard. Pour beaucoup de gens, ce mot évoque l'image assez classique de la banlieue montréalaise, hein. Oui, les maisons unifamiliales, le quartier 10-30, la voiture. C'est ça. Une ville construite pour et par l'automobile. Mais les documents qu'on a sur la table aujourd'hui, une analyse économique, un plan d'urbanisme, ils racontent une histoire complètement différente. Ah oui. On ne parle pas juste de quelques condos de plus, on parle d'une transformation vraiment radicale. L'ambition, c'est de créer un véritable centre-ville à partir de presque rien. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que, comme le montrent nos sources, ce n'est pas une série de projets immobiliers qui apparaissent un peu au hasard. Non. Non, c'est une stratégie très claire, presque chirurgicale. Et le catalyseur de tout ça, c'est l'arrivée du réseau express métropolitain, le REM. D'accord. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette stratégie. Exactement. Comprendre l'ampleur du plan, analyser le moteur économique qui le rend possible et surtout se demander quel sera l'impact de cette métamorphose sur les gens qui y vivent et sur l'identité même de Brossard. Bon, alors allons-y. Commençons par le début. Quel a été l'élément déclencheur concret? Alors, le signal de départ, le vrai, c'est l'approbation par la mairesse Dorine Assad d'une première tour. Une tour de 30 étages juste à côté de la station Panama du REM. C'est ça. C'est le premier coup de pistolet. Mais cette tour, attention, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est la première pièce d'un puzzle beaucoup plus grand qu'on appelle le projet Panama. Et ce projet, il prévoit quoi, au juste? À terme, ce seul secteur, c'est 1805 logements. La première tour, c'est 325 unités. Mais ce n'est pas juste un bloc d'appartements. Le plan est très spécifique. C'est-à-dire? Au rez-de-chaussée, on a plus de 1000 mètres carrés de commerce de proximité. Et dans les étages inférieurs, des espaces de bureaux, des zones de co-travail. On reconnaît tout de suite le fameux concept de la ville de 15 minutes. Exactement. L'idée de pouvoir vivre, travailler, faire ses courses sans prendre sa voiture. C'est séduisant sur le papier, mais est-ce que c'est réaliste dans une culture de banlieue nord-américaine où la voiture est reine depuis des décennies? C'est la question à 1 million de dollars. La stratégie de la ville, telle que décrite dans les sources, ce n'est pas de forcer les gens, c'est de rendre l'alternative si pratique, si attrayante, qu'elle devienne le choix logique. Et cette première tour, ce n'est que le début. Ce n'est que l'amorce. Les documents parlent de 6 autres tours similaires, juste pour ce secteur. Ça porterait l'investissement total, juste pour ce coin de la ville, à plus de 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard. On n'est plus dans l'immobilier, là. On est dans la fabrication d'un quartier. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans un plan encore plus vaste. Ah oui. On passe de l'échelle du projet à l'échelle de la ville. Le projet Panama, c'est la première manifestation d'un plan qui vise une densification massive. Le chiffre qui ressort des sources est ahurissant. Dis-nous. Brossard planifie d'accueillir jusqu'à 25 000 nouvelles unités de logement sur son territoire. Attends une minute. 25 000 unités. C'est la taille d'une ville comme Saint-Bruno-de-Montarville. C'est comme construire une ville entière à l'intérieur de Brossard. C'est fou. On a déjà vu des villes se densifier et créer des forêts de tours un peu froides, sans âme. Qu'est-ce qui est différent ici, d'après les sources? La différence, c'est que la densification n'est pas aléatoire. Elle est concentrée sur 2 axes stratégiques. D'accord. Le premier, le plus évident, c'est autour des 3 stations du REM. C'est là qu'on verra la plus haute densité. Et le deuxième? Le deuxième axe, c'est la révitalisation du boulevard Taschereau. Le plan est de le transformer en ce qu'ils appellent une boucle active. Une boucle active, c'est-à-dire? Un axe urbain, où la priorité est donnée aux piétons, aux vélos, aux espaces verts, pour connecter les quartiers entre eux. L'idée, ce n'est pas juste d'empiler des logements, c'est de créer un tissu urbain, un centre-ville, à l'horizon 2040. Et on voit que ce n'est pas juste un plan sur papier. D'autres projets géants sont déjà en cours. Ben oui, le solaire Uniquartier, qui est carrément fusionné avec la station du quartier du REM. Ou le projet Plan A, près du 10-30, encore 400 millions. La machine est vraiment en marche. Précisément, ces projets ne sont pas en compétition, ils sont complémentaires. Ce sont les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, veut faire de Brossard le pôle central de la rive sud. D'accord, la vision est ambitieuse. Mais on parle de milliards de dollars. Qu'est-ce qui donne aux investisseurs une telle confiance? Le marché immobilier doit nous donner un premier indice, j'imagine. Un indice très clair. Les chiffres du 3e trimestre 2025 sont frappants. Alors? Le prix médian d'une maison unifamiliale à Brossard, 718 000 dollars. Waouh! Une copropriété, 422 500 dollars. Et ce n'est pas seulement cher, c'est un marché sous haute tension. Les sources mentionnent qu'une maison se vend en moyenne en 31 jours.
D'accord, donc il y a une demande criante, c'est clair. Mais ça n'explique pas tout. D'autres villes ont une forte demande. Qu'est-ce qui fait de Brossard un pari si sûr? C'est le côté offre de l'équation. Et plus précisément, la solidité financière de la ville elle-même. C'est un point crucial que les sources mettent en avant. Ah oui, Brossard n'est pas en réaction à une crise, elle est en position de force. La gestion municipale est qualifiée de saine. Pour 2024, la ville a dégagé un surplus de 14,08 millions de dollars. d'accord, donc la ville a de l'argent, peu de dettes. Mais est-ce que ça garantit le succès? L'argent, c'est une chose, mais... C'est la condition sine qua non. Le chiffre le plus parlant, c'est le ratio d'endettement. 1,20 $ par 100 $ d'évaluation. La moyenne provinciale, c'est 1,78 $. La différence peut sembler minime. Pour un fonds d'investissement qui s'apprête à signer un chèque d'1 milliard, ce n'est pas minime du tout. C'est un signal extrêmement fort. Explique-nous, qu'est-ce que ça leur dit concrètement? Ça leur dit que la ville est un partenaire stable, qu'elle ne risque pas de devoir augmenter les taxes de façon drastique pour couvrir ses dettes. Ça leur dit qu'elle a les moyens d'investir dans les infrastructures qui vont accompagner leur tour, les parcs, les rues, les services. C'est une sorte de code de crédit triple A pour une municipalité, en somme? C'est exactement ça. Et cette solidité attire les promoteurs, ce qui alimente une sorte de cercle vertueux. Lequel? Attirer des milliers de nouveaux résidents, ça augmente la valeur foncière. Cette augmentation des revenus fiscaux permet à la ville de financer de meilleurs services publics. Comme les 20 millions investis dans le grand parc urbain. Voilà. Et de garder ses propres taxes basses, ce qui attire encore plus de gens. C'est ce moteur économique qui rend la vision crédible. D'accord, on comprend la logique financière, le béton. Mais une ville, c'est avant tout des gens. Et c'est là qu'on touche à un autre aspect que les sources qualifient d'unique au Québec, le profil de la population. Pour qui on construit tout ça? C'est le cœur du réacteur. Si on ne comprend pas la démographie, on ne comprend pas le projet. D'abord, la croissance. Elle est déjà là. On parle de combien? Plus 6,8% de population entre 2016 et 2021. C'est bien au-dessus de la moyenne québécoise de 4,1%. Mais ce n'est pas que ça. Non, c'est la composition de cette population qui est extraordinaire. Les sources sont claires, 42% des résidents sont des immigrants. 42%. C'est énorme. C'est presque un habitant sur deux. Colossal. Et ça se reflète dans le paysage linguistique. Près d'un tiers de la population, 32%, parle principalement une troisième langue à la maison, autre que le français ou l'anglais. Et si on ajoute à ça un profil socio-économique très élevé, 41% des résidents ont un diplôme universitaire, revenu moyen des ménages à 190 900 $ en 2021. Donc on a une population en forte croissance, très diverse, multilingue, qualifiée et aisé. C'est ça. Et quand on met tous ces chiffres ensemble, on commence à voir une stratégie se dessiner. Le slogan de la ville, créer des milieux de vie dynamiques, verts et inclusifs, ce n'est pas que du marketing alors. Non, c'est une description du produit qu'ils essayent de construire, pour cette clientèle précise. Brossard n'essaie pas de concurrencer les autres banlieues pour la même clientèle qui rêve d'une grande cour arrière. Elle vise qui alors? Elle se positionne pour attirer une main-d'œuvre mondiale, des gens qui pourraient choisir de vivre à Toronto, à Vancouver ou à Boston. Pour ce talent international, la connectivité du REM, un environnement multilingue, des services haut de gamme, ce ne sont pas des plus, ce sont des prérequis. C'est une perspective intéressante. Ça change tout. Brossard ne construirait pas une meilleure banlieue? Elle construit un produit d'appel pour le talent du 21e siècle. Donne-nous un exemple concret de ce que ça change dans la vie de tous les jours. Imagine, quelqu'un qui habite une de ces nouvelles tours près de Panama. Il se lève, il descend faire son jogging dans le grand parc urbain. D'accord? Il prend un café au commerce en bas de son immeuble et ensuite il saute dans le REM pour être à la gare centrale en moins de 20 minutes, sans jamais avoir touché à sa voiture. C'est une expérience de vie qui n'existait tout simplement pas sur la rive sud il y a 10 ans. C'est un mode de vie métropolitain, pas de banlieue. Et au-delà du transport, les documents insistent beaucoup sur les exigences environnementales. Oui, certification nouveau climat, gestion des eaux, bornes pour véhicules électriques dans toutes les nouvelles constructions, c'est très présent. Et la ville investit aussi dans le logiciel social. Le logiciel social. Le nouveau centre multigénérationnel, par exemple, 27,2 millions de dollars. Ce n'est pas juste un centre communautaire, c'est un investissement stratégique pour donner à cette population diverse un lieu pour se rencontrer, pour tisser des liens. Tout ça est impressionnant. Le plan est cohérent. Mais ça sonne incroyablement cher. Et ça nous amène à la question qui tue. L'abordabilité. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire une magnifique enclave pour les riches? C'est le défi majeur.
potentiellement le talon d'Achille de tout le projet. L'argument officiel de la ville, tel que présenté dans les sources, repose sur la loi de l'offre et de la demande. La logique étant que si on inonde le marché avec 25 000 nouvelles unités, ça va calmer les prix. Voilà, en théorie, le volume finira par exercer une pression à la baisse, ou du moins calmer la surchauffe. En théorie. Mais on sait comment ça se passe. La majorité de ces nouvelles unités, ce seront des condos neufs vendus au prix fort. Absolument. Les sources mentionnent le projet pour aînés Unitinist comme une solution. Mais un seul projet face à des dizaines de milliers d'unités, est-ce que ce n'est pas un peu symbolique? Est-ce qu'on ne risque pas de créer une ville à deux vitesses? C'est le risque principal. Et c'est peut-être le point aveugle des documents qu'on a consultés. Ils sont très détaillés sur l'urbanisme, la finance, l'ingénierie, mais sur l'ingénierie sociale, ils sont plus vagues. C'est-à-dire? La stratégie mise tout sur l'augmentation de l'offre. Il n'y a pas de mention, par exemple, de politique beaucoup plus agressive, comme imposer des quotas de 15 ou 20% de logements sociaux et abordables dans chaque projet privé. Ce qui se fait dans d'autres grandes villes du monde. Exactement. Pour l'instant, Brossard semble compter sur la bonne volonté des promoteurs. C'est la grande inconnue de l'équation. Le succès économique et urbanistique semble presque assuré, mais le succès social, lui, reste à prouver. Alors, si on résume, Brossard est en train d'opérer une mutation fondamentale. Oui, un passage calculé du statut de banlieue dortoir à celui de métropole de la Rive-Sud. Un plan qui s'appuie sur la connectivité du REM, une démographie unique et diverse et une performance économique qui attire des milliards. C'est un pari stratégique qui va complètement redéfinir la ville d'ici 2040. C'est une excellente synthèse. Les documents décrivent avec une précision remarquable comment construire les tours, les parcs, les pistes cyclables. Les plans sont là, les budgets sont là. La transformation physique est en cours. Elle est en cours. Mais ça soulève une question finale, une question plus profonde pour la réflexion. Laquelle? On sait comment construire un centre-ville. Mais comment construit-on l'âme d'un centre-ville? Comment une communauté aussi diverse, multilingue, composée de gens venus des quatre coins du monde et qui grandit à une vitesse pareille, comment peut-elle forger une identité commune au milieu de tout ça? Les plans d'urbanisme nous disent comment bâtir la ville. Ils ne nous disent pas comment forger une culture commune, un sentiment d'appartenance. C'est le prochain chapitre, celui qui n'est pas dans les plans. Et c'est peut-être le défi le plus fascinant de tous.